Beauté, Jambo, comme vous voulez. Alors, au nom de l'association Black to Africa et de l'association Nisanga Bana Congo, on tient vraiment à nous excuser parce que on commence en retard, effectivement. C'est de ma faute, excusez-moi et je suis en retard. Donc je vous prie de nous excuser. Nous allons commencer parce qu'il est 18h et normalement par rapport au programme, nous allons commencer par les échanges. Aujourd'hui, notre thème, en fait, c'est le matriarcat et la Renaissance. Donc, nous allons partager entre nous, savoir c'est quoi la matriarcat. Qu'est-ce que vous pensez justement du sujet avant que notre professeur Maouté puisse intervenir. Donc, je vais passer le micro et puis ceux qui veulent intervenir, parce que c'est le moment des échanges. Qu'est-ce que vous pensez de notre sujet d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez au fait de cette conférence? Voilà. Celui qui veut parler, le micro est disponible. Il y a quelqu'un qui va intervenir? Justement, nous sommes venus pour partager. Voilà. Alors, j'ai déjà une personne. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Moi, ce que je suis venue chercher dans ce colloque, c'est justement savoir mettre des mots sur le matriarcat. Est-ce que c'est une structure sociale africaine propre à nous? Et est-ce qu'on peut l'adapter et l'améliorer pour qu'elle nous serve, nous qui sommes descendants de ça? Alors, le professeur est en train de Monsieur là-bas. Bonjour. Nous sommes des jeunes de 17 ans et nous sommes venus aussi aujourd'hui pour justement être éclairés à propos de ce sujet parce que aujourd'hui la femme africaine, à travers les médias, à travers la télé, le cinéma, tout ce système informatif, la femme africaine est un peu mise de côté et justement nous, de ça on en souffre. À cause de cela, on a un peu honte de cette femme africaine et nous sommes venus aujourd'hui justement pour être éclairés à propos de ce sujet et justement casser ces préjugés que nous sommes victimes. Merci, j'espère qu'en tout cas vous allez avoir des réponses ce soir, parce qu'il y a beaucoup de femmes et justement de belles femmes. Donc elles vont pouvoir vous répondre. Je pense à mademoiselle à côté. Bonjour à toutes et à toutes. Moi, ce que je suis venue rechercher par rapport à ce colloque, c'est quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, c'est super, c'est intéressant. On parle souvent du patriarcat. Moi, j'en ai entendu parler, mais du matriarcat, j'en ai entendu parler, mais pas de la façon dont j'ai entendu parler du patriarcat en fait. Donc la liste des sujets, la liste des thèmes que vous avez mis, c'est super intéressant aussi. Donc ça permet aussi d'apprendre de notre culture Congo. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui pouvait nous donner dans l'Assemblée la définition du matriarcat? Est-ce qu'il y a une personne qui sait à peu près, qui connaît l'école, comment on définit une matriarcat? Ne soyez pas timide. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai peut-être pas la définition, mais quand j'entends matriarcat, j'entends la base de la femme. Donc au début de toute chose, à la base, ce serait la femme. C'est comme ça que j'entends matriarcat. Maintenant, pour développer, je suis ici. On est là pour ça. Voilà. Effectivement. Une autre personne? Ah, les jeunes hommes. Quand j'entends matriarcat, moi non plus je ne connais pas vraiment la définition, mais le terme patriarcal, ça signifie une société dirigée par les hommes. Et quand j'entends matriarcal, je me dis que ça doit être souvent connu. Donc je pense que ça doit être une société dirigée par les femmes, où la base, c'est la femme, en tout cas. Voilà. Alors. Justement, je vais rebondir par rapport à ce que dit le jeune homme. Ce que moi j'aurais souhaité entendre, c'est surtout me rassurer un petit peu en tant qu'homme, donc oncle, père, voilà, dans le système matriarcal, quelle est la place de l'homme en fait. Ça c'est très important pour moi. Une dernière personne?
des questions. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Le matriarcat, c'est peut-être ce qui est matrilinéaire, tout ce qui découle effectivement de la femme dans la lignée, quoi. C'est-à-dire que la femme étant porteuse de vie, et bien, comme a dit Jolene tout à l'heure, une société après gérée peut-être par un point de vue féminin. Ok. Donc on va passer maintenant micro au professeur. Ah. Bonjour, bonsoir, je vais un peu dire bonsoir, il est déjà 18h. Moi j'avais d'abord une suggestion, ensuite une question. En fait, ça aurait été bien en fait, de poser ou bien d'afficher le contenu de la thématique d'aujourd'hui. C'est vrai que nous on l'a reçu par texto, donc on connaît un peu le contenu de la thématique. Ça va faciliter en fait, certaines questions. Pour ceux qui n'en avaient pas, on parle sur ces deux textos. Ma question maintenant, c'est en fait, je voulais savoir, puisque nous vivons dans des sociétés où généralement la division se fait en partie, en fait, il y a souvent une partie qui est plus d'orientation patriarcale et puis d'autres d'orientation matriarcale. Donc quand il y a des mariages ou des familles qui se retrouvent en fait, ou qui s'assemblent, ce que je voulais savoir, c'est l'incidence, en fait, les incidences qu'il peut y avoir justement dans un statut matriarcal et dans un statut familial dans ces cas-là. Si je peux avoir des éléments là-dessus. Bon, comme je disais tout à l'heure, on va passer le micro à notre professeur Maoué Kenaki Sosina qui va nous parler sur le matriarcat. Merci, Maman. Est-ce que tout le monde voit? Non, finalement. Non, amène le tableau vers ici. Là, c'est bon pour tout le monde? Alors, c'est pour pouvoir chauffer la salle. Je vais, dans cet exposé, faire d'abord un exposé liminaire. Vous comprenez que nous sommes la communauté qui a les plus de difficultés aujourd'hui sur Terre, alors que nous sommes la communauté qui n'a pas du tout de problème. C'est ce que je dis toujours, partout où je passe, je dis, si quelqu'un me dit les Africains ont des problèmes, je dis, c'est faux. Nous sommes la seule communauté qui n'a pas de problème. Mais nous sommes la seule communauté au monde qui s'occupe des problèmes d'autrui. Nous sommes comme une boîte postale des problèmes d'autrui, et nous gérons. Hein, ceux qui parlent lingala, ça se souviendront d'une chanson qu'on dit Gérard et Mabala. Nous sommes des proxénètes sur cette terre. C'est-à-dire que les gens font leur religion, elle devient les nôtres, nous gérons. Les gens font leur parti politique, créent leurs idées, nous les prenons et nous gérons. Alors les autres observent et les résultats, lorsqu'ils observent, ils regardent ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ce qui est en train de se passer. Et avec notre attitude, ils vont se dire, c'est bon, nous on arrête, ou bien, c'est-à-dire qu'on arrête ce qu'on a voulu faire, et ce n'est pas bon, on n'arrête pas. Donc les autres, nous servons des laboratoires pour tous les autres peuples du monde. Et c'est cette situation-là que j'ai tenté d'aborder ici. Et toute l'éducation que nous avons reçue des anciens, ils nous disaient toujours les souffrances d'un sot ne s'épuisent pas. Mais là aussi, lentement, je vais essayer d'éclaircir certaines notions. Parce que les sots, comme on entend en Europe, n'existent pas chez nous. Zoa. Hein? Donc, on chante les Zoa Zoa Koandi, Karanda Kadi Kondi, Zoa. Les sots, si c'est ça. Les sots n'est qu'un sot. Mais une famille qui manque un sot n'est pas une bonne famille. Vous voyez un peu comment la spéculation philosophique qui existe dans notre culture et que nous n'avons pas. Parce que les sots
l'équivalent du sceau en Europe, c'est chez nous, c'est l'inconscient. L'inconscient a des problèmes. C'est lui qui manquait de savoir, et puis, souvent, c'est lui de ne même pas chercher à savoir. Vous comprenez? Donc, ce qu'on fait le Zohar n'est pas un sceau. Parce que les anciens nous enseignent aussi que c'est chez lui, lorsque vous voulez devenir savant, soyez l'ami des inconscients. Parce que c'est vous qui allez éclairer votre société. Chaque fois que l'inconscient commet une faute, la conscience du savant se réveille. Vous voyez la complexité de notre culture. Et je voudrais aussi rappeler ici cette habitude, j'entends, ah, moi j'ai ma double culture. J'ai dit non, j'ai ma double inculture. Parce que ce n'est pas le fait de venir de l'Afrique, de se retrouver ici, de parler le français ou l'anglais, en fait, la langue du pays où on habite, qui fait qu'on a la double culture. Il y a une partie de la population qui vit, qui pratique la culture sans se poser de questions. Et il y a une autre partie, celle qui est censée, qui a pour mission de conduire le peuple, qui a obligation de comprendre la culture, de l'étudier, de la thématiser, de l'enrichir. Et c'est là, justement, de trouver les moyens de conserver la culture et puis de la transmettre. Parce que c'est une richesse qui est léguée par une génération pour une autre génération. Mais dans la mission de lui faciliter la tâche. Lorsqu'il y a trop de difficultés, c'est que soit la génération n'a pas assumé ses responsabilités, elle a interrompu la continuité de sa culture et de son histoire, soit la génération qui la précède n'a pas fait sa mission. D'où ce que disait souvent Frantz Fanon, que chaque génération a une mission à accomplir. C'est à elle de l'assumer ou de la trahir. Merci. Voilà, donc après avoir dit ces mots, j'aimerais d'abord expliquer pourquoi nous organisons des sujets comme ça. On dit, mais vous êtes un homme, M. Mamete, vous êtes un homme, mais vous vous occupez trop des problèmes des femmes. C'est comme si les femmes sont des irresponsables. Je vais donc donner un début de réponse. Puis, dans l'échange, nous verrons comment enrichir. Je ne parlerai pas beaucoup, mais je donnerai l'essentiel de ce que chacun de nous doit avoir comme connaissance de base pour commencer à s'interroger sur ses rapports avec la culture africaine, mais aussi pour enfin être actif. Parce qu'un ignorant, de toute façon, on ne peut pas ignorer quelque chose et puis être actif. On ne s'engage pas dans l'ignorance. Vous comprenez? C'est cette situation qui fait que, actuellement, avant-hier, j'ai envoyé un petit commentaire où je disais je suis contre les dictateurs et contre les mensonges, tous les mensonges qu'on fait contre les supposés dictateurs. Mais tout problème africain que vous allez aborder, vous allez vous trouver face à cette situation-là. C'est-à-dire on critique, on critique, on critique, on critique, on critique. Et puis, lorsque vous rassemblez toutes ces critiques sur une tonne de critiques, il n'y a même pas un verre d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau de vérité. Or, nous avons pour mission, pour notre génération, de produire un savoir qui permettra à la génération qui vient d'avoir des archives. Chacun de nous est une archive pour la communauté. Et si nous mentons ou nous donnons des connaissances qui ne sont pas solides, ben, nous trahissons notre mission. Parfois, mieux vaut ne rien faire.
Donc, lorsqu'on commence à critiquer, on sait qu'on est responsable, dans les bons comme dans les mauvais sens. Alors, concernant, d'abord, le matriarcat. Vous savez que ici, toutes les notions que nous sommes en train d'étudier dans une langue d'autrui. C'est-à-dire que la première des choses, c'est que tout le monde comprenne que lorsque on a écrit ou on écrit sur l'Afrique, une bonne partie des choses ne sont pas vraies. Pour des raisons. C'est que les chercheurs étrangers qui viennent chez nous pour faire mener ces études ne parlent pas nos langues. Ce qu'on appelle les africanistes. C'est 1 sur 100 qui a un niveau, disons, d'école primaire dans la langue africaine, ils peuvent étudier. Donc, il a besoin de personnes qu'on appelle les informateurs. C'est-à-dire, lui, il fait un protocole, il vient, il trouve des gens, il leur pose des questions, en fonction des réponses qu'ils auront données, lui, il se constitue un corps de connaissances sur lesquels il va réfléchir. Or, il se passe que les informateurs ont souvent un niveau d'instruction très très faible par rapport à la culture du chercheur, c'est-à-dire que l'étranger qui est arrivé. Donc, tout ce dont ils vont se dire va faire des malentendus. Or, les ouvrages classiques que nous avons naissent, sont publiés par ces personnes qui viennent s'intéressent à nous, qui viennent nous étudier un peu de manière zoologique. Il y a à peu près 15-18 ans, j'ai assisté à un colloque universitaire et j'étais le seul dans la salle qui parlait de la culture africaine dans le sens non péjoratif. Mais tout ce qui était là étaient des grands spécialistes. Et donc un me dit que lui, il est resté 5 ans parmi les pygmées et il a fait, d'ailleurs il était considéré comme le meilleur spécialiste des pygmées au monde. Alors, après, il explique comment il vivait, et je fais juste une petite observation, pour laquelle, après, il s'est énervé, il a quitté la salle, il est parti. L'observation toute petite était celle-ci. Il dit, les pygmées, eux, ils sont très bien. D'ailleurs, on me respectait tellement qu'on me donnait toujours les meilleurs morceaux de viande. Et je mangeais avec les jeunes. Je lui dis oui, mais parce que ces gens-là considéraient que vous n'étiez pas mature. Vous étiez un gamin. L'âge des enfants auxquels on vous met, à côté desquels on vous met pour manger, c'est cet âge-là qu'ils considéraient. Donc, ils vous donnaient les réponses que vous attendiez. Ah, il dit, oh, les salauds. Excusez-moi les termes, mais ils m'ont couillonné. Donc, vous voyez un peu que nous sommes réellement dans une situation d'aventurier par rapport à la question de la connaissance. Alors, maintenant, nous avons pensé, nous avons un laboratoire d'anthropologie de la Renaissance africaine, sur lequel nous faisons des recherches interdisciplinaires, et nous avons pensé qu'il est temps que tout ce que nous avons accumulé comme, en tout cas, données, informations, soit diffusées pour que la communauté en bénéficie. Et nous pensons aussi que ce n'est pas un petit groupe qui doit faire le travail. D'abord, dans les groupes qui nous composent, il y a 3 ou 4 femmes, les restes ce sont des hommes. Donc, mais les problèmes, c'est les problèmes des mamans. Nous devons les impliquer et il faut aller les chercher à l'extérieur pour qu'elles viennent poser les bases d'une renaissance africaine. Normalement, dans les documents ici, on s'est arrêté à
matriarcat, pouvoir maternel en Afrique. Mais en réalité, nous, la conséquence du matriarcat et du pouvoir maternel, c'est parvenir à la renaissance africaine. Donc, c'est pour ça que nous demandons aussi à cette occasion, ceux qui ont d'autres associations qui veulent travailler avec nous, pour se joindre, pour faire un mouvement. Vous devez comprendre que chaque fois qu'on veut sous-développer un pays, la première chose qu'on fait, c'est de travailler l'esprit des femmes. Lorsque ceux qui veulent vous dominer prennent les cœurs de vos femmes, c'est fini. Les hommes viennent comme des mouches. Les hommes deviennent incompétents lorsque les femmes n'ont plus de stabilité sur le plan du rapport à leur culture. Alors, je vais reprendre les questions. Les termes matriarcat vient du latin. En latin, on dit mater. Pour dire mère. Mais vous voyez que puisqu'il y a mater, ça donne aussi ce que vous avez l'habitude de faire au bout du 9e mois de grossesse. Maternité. Voilà. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la tradition de nos ancêtres, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Lorsque on veut faire une étude sérieuse d'un peuple, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Dieu. Parce que la conception que les gens ont de Dieu détermine la conception qu'ils ont d'eux-mêmes. Le deuxième aspect, bien sûr, c'est l'homme. Mais dans les sciences sociales, en dehors de la médecine aussi qui est considérée comme, qui n'est pas considérée comme science exacte, lorsqu'on étudie l'homme, on ne le fait pas de la biologie. On voit les aspects, comment l'homme se représente lui-même. Donc il faut s'intéresser à la façon dont les gens définissent l'homme. Parce que si on ne connaît pas ça, après, on entre en conflit. Vous voyez? Ici, lorsque je dis homme, vous sous-entendez qu'il s'agit du mâle. Hein? Donc, mais vous allez voir que chez nous, c'est différent. Je reprends d'abord ces notions-là. Pourquoi faut-il commencer par étudier Dieu? La science qui permet donc d'étudier les mythes de création du monde, parce qu'il faut partir très loin, depuis la création du monde. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Donc, vous prenez un peuple, vous voulez savoir comment vivaient ses ancêtres, comment ses ancêtres, leurs ancêtres, les ancêtres d'un peuple sont venus sur Terre, comment ils pensent, ils sont à l'endroit où ils sont, comment ils pensent qu'ils font telle chose parce qu'il y a ceci, c'est la cosmogonie. Alors, la nôtre, qu'est-ce qu'elle dit? Dans notre cosmogonie, lorsque nous prenons Dieu, on dit Nzambi imbangi muntu. On dit que Dieu est le témoin de l'homme. On les définit comme ça. Et puis, cette même cosmogonie dit aussi que l'homme, muntu, est aussi imbangi Nzambi. Et donc, Dieu et l'homme sont les mêmes.
Dieu est le témoin de l'homme, l'homme est le témoin de Dieu. C'est ça la cosmologie. Alors, dans la plupart des textes actuels, on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, il est censé d'être un être bon. C'est ce qui distingue l'homme à l'humain. Quand on dit à quelqu'un tu es un homme, ça passe. Mais si on veut l'insulter, on s'arrête, tu es un homme. Ce n'est qu'un homme. Mais lorsqu'on dit que tu es humain, on lui donne une qualité supérieure. Donc, il joue exactement ses rôles. Que dit la cosmogonie concernant la création de l'homme et de la femme? C'est dont nous pouvons être sûrs lorsque nous prenons, par exemple, la Bible, le Coran ou les autres textes. On dit qu'il y a Adam et Ève. Et on pense que pour Adam et Ève, Adam fut créé avant, et puis Ève est apparue. Pour ce qui est de nos cosmogonies, lorsque vous suivez intelligemment, on pense que Ève est apparue et Adam est venu après. Cela va s'expliquer lentement pour les rôles qui vont être donnés. Si Dieu, c'est Dieu qui a créé, Dieu est responsable de la création, il crée l'homme. Il avait commencé par Adam, c'est Adam qui allait avoir la capacité de mettre au monde. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Si Dieu, en créant, avait commencé par Adam, c'est Adam qui allait porter la vie. Lorsque nous allons traduire dans les termes, ces termes-là en langue maternelle, vous allez voir ce que ça. Restons d'abord en français. Dieu crée. Il crée, lorsqu'il crée, il fait sa création. Dans nos religions d'emprunt, on nous dit qu'il crée ici Adam. Mais Adam n'a qu'une seule capacité, ensemencer. Et puis, de l'autre côté, il paraît qu'il sort Ève d'une côte d'Adam et Ève est dotée d'une grande capacité, celle d'habiter, d'avoir déjà les œufs qui doivent être fécondés, qui doivent la capacité d'avoir un habitacle où la vie du futur être restée pendant 9 mois. Et puis, il donne tout un ensemble d'attributs que nous allons voir dans les langues, dans nos langues. Nous prononçons cela tous les jours, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de parler de la femme. Suivez-moi bien. Parce que les mamans aujourd'hui sont les assassins de la race noire sont les mamans. Je m'expliquerai après. Mais vous devez comprendre pourquoi on dit que la femme travaille trop, on lui donne trop de responsabilités. Par l'apparence, puisque nous avons intégré cette fausse notion, eh bien, nous pensons que c'est à l'homme de tout faire. Ce qui est totalement insensé. Totalement insensé. Voilà
Dieu crée, on prend une partie. Moi, je pense que c'est une partie de Ève qu'on a pris et qu'on a mis à Adam. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte, avec la biologie, quand vous regardez la configuration des chromosomes, je ne veux pas entrer de ce côté-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas debout. C'est dont nous pouvons être sûrs, selon nos cosmogonies, lorsqu'on dit Nzambi, Mbambi, Muntu, Nzambi, tout ça, si on entre dans la Bible des Noirs, ça va être un autre sujet. Mais restons seulement sur cette chose-là. Parce que, après, ça va nous montrer la question de la responsabilité. Pourquoi nous sommes arrivés à toutes ces bêtises-là? À l'image, donc, on dit que Dieu crée l'homme. Il crée Adam. Puis il crée Ève. Mais il va demander à Adam de nommer les choses. Peuple de Dieu, peuple de Papa Simon Kimbang, ouvrez vos oreilles maintenant. Il demande, Dieu demande. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de choses. Il lui dit, tu as la responsabilité, donne les noms à ce que tu vois. Parce que c'est toi qui vas utiliser. Donc, le premier des noms, il se nomme lui-même. Il dit, lui, il est tout. Il se nomme. Il dit tout. Qui veut dire la tête. C'est souvent on utilise la tête seulement dans son acception biologique. Or là, ici nous sommes en train de parler dans l'acception anthropologique, philosophique. La définition que la première entité humaine que Dieu a créée, je vous laisse choisir une femme ou un homme, mais moi je connais mon choix. Et lorsqu'on l'a créé, ici, l'homme, qui doit être défini chez nous, c'est un être physique. Ça là, c'est un être, l'homme, c'est un être social, hein, ouvert par la chair qui est biologique. La chair est une enveloppe. Et donc, l'être est un être social. Nous sommes des êtres sociaux, pas biologiques. Dans la définition, bien sûr, que nos ancêtres donnent. Lorsqu'on va à l'école, puisque c'est un mâle, on dit aussi que non, l'homme est un animal pensant. Ici, on dit créateur. Et on dit créateur du ciel.